Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire destiné à vous présenter l'agroforesterie en système irrigué patatier. Ce webinaire fait partie d'une série de 4 webinaires qui sera destiné à présenter l'agroforesterie dans les Hauts-de-France, au sein de 4 exploitations typiques des Hauts-de-France. Ils sont présentés, ces webinaires, par la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France dans le cadre du projet Transagroforest qui a pour objectif de mettre en lumière des systèmes agroforestiers dans les Hauts-de-France et en Wallonie. On commence tout de suite avec une vidéo pour présenter le témoignage d'agriculteurs du GIE des Beaux Jours en agroforesterie en système irrigué patatier. Je dirais que depuis bien longtemps, depuis les années 80, nous sommes rendus compte que la vie était difficile, qu'il fallait tout faire pour économiser. Et nous avons étudié avec un petit club que nous avions créé la possibilité de limiter grandement l'utilisation des engrais chimiques et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Avec une autre idée aussi qui était le respect de l'environnement. Nous avions, à l'époque nous étions surtout 2 associés, nous étions un peu choqués par le fait que l'agriculture dite moderne était par vocation faite pour développer la vie, pour donner la vie. Et en fait, nous avions une pratique qui était antagoniste par rapport à ça. Et en fait, une bonne agriculture, c'était une agriculture qui propageait la mort. Il fallait tout tuer, toutes les mauvaises herbes, tous les insectes, moins le petit bétail qui circulait, il fallait l'éliminer comme étant gênant et contraire à la productivité. Donc nous avons voulu réagir par rapport à ça, d'abord sur le plan économique et aussi sur le plan écologique. Et c'est là que l'idée est venue d'imaginer des haies qui seraient des haies brise-vent, qui seraient des vraies hautes, qui produiraient également du bois, et que ce bois pouvait ramener un peu d'argent. Agronomiquement, on sait qu'il faudrait qu'on ait plus de matière organique dans nos sols. Et donc, du coup, l'élevage pourrait répondre à ça. Mais alors aujourd'hui, on travaille pour préserver au maximum nos sols. Donc, voilà, en faisant des très beaux engrais verts pour essayer de faire beaucoup de biomasse. Et avec des légumineuses également pour restituer de l'azote dans le sol. Donc ça, c'est un point important. Après, on essaye de limiter le labour. Donc on va un peu plus vers le non-labour. Donc on va plus labourer systématiquement comme on faisait avant. C'est-à-dire qu'on va regarder les structures de sol, on va regarder ce qu'il peut y avoir comme vers de terre, etc. Et puis en fonction de ça, on va adapter nos pratiques. Donc on est plus sensibilisé. Oui. Aujourd'hui, on a été pris pour des fous quand on a planté par nos collègues agriculteurs il y a 15 ans, quand on a fait ça. Mais les gens, le citoyen moyen ou lambda, il dit c'est plutôt bien. Et là, on va vers beaucoup plus, la pression dont parlait Marcel est de plus en plus forte au Salon de l'Agriculture cette année, c'est le bio. Il y a 2 ans, on en parlait beaucoup moins. Bon, il y a Nicolas Hulot qui pousse, machin, mais on va vers ça. Et on regarde, nous, est-ce que c'est un label, est-ce que c'est label rouge ou autre, est-ce que c'est un classement HVE, haute valeur environnementale. On a différents niveaux de classement. On sait que niveau supérieur, 3, il faut un certain nombre d'éléments du paysage.
ça peut rentrer là-dedans. C'est le moment où on y regarde. C'est le moment on se dit que on ne l'a pas encore trouvé, mais c'est peut-être le moment. Voilà pour cette courte vidéo qui vous présente le témoignage d'agriculteurs. On peut s'intéresser tout de suite à la ferme, au GIE des Beaux Jours, qui est en fait un regroupement de 3 exploitations. Donc c'est un système irrigué en grande culture, en agriculture raisonnée, avec notamment 50% de l'assolement en céréales, des pommes de terre, de la betterave sucrière, des légumes de plein champ, de la jachère, sur une surface agricole utile de 400 hectares. Et parmi ces 400 hectares, on a à peu près 200 hectares d'agroforesterie. En tout, ça fait 12 km de haies, qu'on appelle des haies libres. Vous les voyez sur cette photo ici. Donc ce sont des haies libres qui ont été implantées en 2002 et en 2003 et qui sont assez bien diversifiées. On a plus d'une douzaine d'essences, avec notamment du sol, de l'aulne corse, du charme, les 3 érables, champêtre, sycomore, plane, du sureau, du noisetier, on a aussi du viorne, du cornouiller. Bref, en tout, ça fait 20 ans que l'agroforesterie est implantée sur cette exploitation. Et la haie, elle s'inscrit véritablement dans une dynamique d'exploitation pour raisonner les pratiques agricoles. Bien sûr, ces haies, elles ont été choisies pour répondre à une demande. Elles sont là pour exercer diverses fonctions. Et nous, dans ce webinaire, on retiendra 3 fonctions. L'effet brise-vent, la biodiversité, on dit souvent le maintien et même l'enrichissement de la biodiversité grâce aux haies, et la production de bois sur l'exploitation. On commence tout de suite avec la première fonction, qui est la fonction brise-vent des haies. Donc, il faut bien s'imaginer que sur cette ferme, ici, on est situé dans le Santerre, qui est une zone très venteuse avec des vents d'ouest dominants, mais également des vents d'est qui sont desséchants. Et les haies implantées comme ça, on le voit sur cette vue satellite ici, les haies, elles sont nord-sud. Et elles constituent en fait des remparts physiques contre le vent. Elles sont perpendiculaires au vent dominant, au vent d'ouest, mais également au vent d'est qui sont desséchants, comme je le disais. L'avantage également, c'est que comme on est en système irrigué, ça évite la dérive des canons d'irrigation pour les pommes de terre et ça limite les effets néfastes du vent grâce à cette orientation nord-sud. Il faut savoir qu'une haie protège les cultures du vent sur à peu près 20 fois sa hauteur. Ça, c'est une des fonctions de la haie sur le GIE des Beaux Jours. Mais la haie, elle est aussi là pour apporter de la biodiversité et notamment des auxiliaires de culture. Parce que la haie procure un habitat naturel pour la faune et elle encourage à la diversité. Oui, il y a plusieurs paramètres qui font que la haie est très utile en termes de biodiversité. On a notamment la structure de la haie. Sur ce type de haie, on est avec des haies qui incluent et des arbustes et des arbres de Auger qui vont jusqu'à plus de 8 mètres, voire même plus de 10 mètres, et qui favorisent la diversité des espèces qu'on rencontre dans la haie. On a également la composition de la haie. Ici, on a des essences qui sont adaptées à la région et qui font en sorte qu'on ne rompt pas avec les essences qui sont présentes sur le territoire. En plus de ça, les haies sont composées de feuillus et les feuillus sont naturellement réputés pour contenir plus de diversité que des haies de résineux, par exemple. Il y a également un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que, on le voit ici au pied de la haie, on a une bande enherbée qui fait à peu près 3 mètres, ça fait 1,5 mètre de chaque côté. Et cette bande enherbée, elle est très importante car elle sert de refuge aux auxiliaires et aux petits animaux. Elle sert également de zone de nidification pour certains oiseaux. Ce sont les paramètres qui encouragent à la biodiversité. Il est vrai que la haie, elle va héberger certains ravageurs de culture. C'est souvent un frein qu'on émet aussi, à mettre des arbres dans les champs, notamment l'hiver. Mais en réalité, elle va d'ailleurs héberger davantage d'auxiliaires de culture que de ravageurs.
Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette haie, on a aussi des insectes qui sont de la même famille que les ravageurs et qui vont servir de proie et d'autres de substitution pour les auxiliaires. Ce qui va permettre aux auxiliaires de se multiplier en dehors des phases où il y a uniquement des agresseurs des cultures, des bio-agresseurs. Et ça va clairement jouer en la faveur des auxiliaires. Donc voilà pour ce paramètre biodiversité. On passe tout de suite à une autre fonction de la haie. On a parlé biodiversité, on a parlé de l'effet brise-vent, du microclimat qui est créé sur la parcelle. Mais la haie, elle est aussi là pour produire, et pour produire du bois plaquette, du bois déchiqueté. En plus de la biodiversité, en fait, la haie, elle est là pour diversifier les sources de revenus. On entend souvent parler de l'échelle de temps, qui est problématique en agroforesterie. Lorsqu'on parle des haies, on dit souvent qu'il faut attendre 50 ans avant d'avoir du bois, avant d'avoir une production, mais ce n'est pas toujours vrai. Et ici, c'est clairement le cas, puisqu'on n'est pas sur une haie qui va produire du bois d'œuvre. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre 50 ans, pas besoin d'attendre même plus de 50 ans pour avoir du bois. Puisque les haies, elles vont être recépées à peu près tous les 15 ans. Ça veut dire que tous les 15 ans, on va venir couper à blanc la haie pour produire du bois plaquette. C'est ce qui s'est passé cet hiver. Donc la haie avait 18 ans, un peu plus de 15 ans. Les exploitants ont coupé 3 km de haies. En réalité, ce ne sont pas les exploitants qui ont coupé les 3 km, mais c'est un entrepreneur qui est venu et qui gère le chantier de A à Z et qui ensuite se charge de revendre la production. Donc il vient même avec le broyeur pour justement déchiqueter le bois. Sur cette haie, donc là il y a 3 km qui ont été coupés à blanc cet hiver. Chaque kilomètre a produit environ 125 tonnes de bois plaquette. Et l'agriculteur n'a pas eu de frais. En réalité, il a été payé 10 € la tonne de bois produit et il a eu juste à mettre à disposition son Manitou pour recharger les camions qui venaient chercher la production, justement. Voilà pourquoi les haies ont été choisies sur cette exploitation. Elles ont été choisies pour leur atout, pour leur fonction, mais qu'en est-il des freins à l'implantation d'un modèle agroforestier? Qu'en est-il de l'ombrage sur les cultures, de la concurrence que les arbres et les cultures peuvent avoir entre elles, ou de la gêne que les arbres peuvent provoquer sur les engins agricoles? Il faut aussi les prendre en compte, ces contraintes. Une chose qui est importante sur ces exploitations, c'est que depuis que les haies ont été implantées, il n'y a pas eu de baisse drastique de rendement. Que ce soit à cause de l'ombrage, à cause de la concurrence pour les ressources ou de la gêne mécanique, il n'y a pas eu de chute drastique de rendement depuis que les haies sont implantées. Pourquoi? Parce qu'il y a un paramètre qui a été pris en compte avant, c'est qu'on a bien designé le modèle agroforestier pour qu'il occasionne le moins de gêne possible, notamment pour la lumière en premier lieu. On a des haies qui sont orientées nord-sud, on l'a vu sur la vue satellite du parcellaire juste avant. Et cet alignement nord-sud, il minimise la compétition pour la lumière. Et en plus, il est efficace pour couper le vent qui vient d'ouest. Si on zoome sur cette figure ici, cette figure, elle nous montre quoi? En violet, on a l'ombre qui est portée sur les cultures. Selon deux modèles, à gauche, les lignes nord-sud et à droite, les lignes est-ouest. On constate que sur les lignes est-ouest, on a une ombre qui est toujours située au même endroit. Alors que sur les lignes nord-sud, l'ombre, en fait, elle est répartie de manière assez homogène autour des arbres. Et ça occasionne des chutes de rendement qui sont moins importantes que sur des lignes est-ouest, puisque la culture a accès à plus de lumière. Ce qui est important également, c'est d'entretenir les haies tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, avec un lanier par exemple, ou une épareuse si c'est tous les ans. Et ça permet aussi de limiter l'ombre sur les cultures. On a aussi les essences qu'on peut choisir avant d'implanter son modèle agroforestier pour limiter justement l'ombre qui est faite sur les cultures. On peut aussi réfléchir à la densité d'arbres. On sait qu'il y a des densités d'arbres, donc celles qui sont globalement inférieures à 50 arbres par hectare, et avec des écartements de haies de plus de 140 mètres qui ont un impact encore plus modéré sur les cultures, et c'est ce qui est le cas ici. Quand on fait le choix de cultures d'hiver, on a la combinaison des cultures d'hiver précoces avec des feuillus qui sont à débourrement tardif, et ça c'est beaucoup plus prometteur, ça permet des rendements en céréales qui sont supérieurs même des fois à des systèmes ouverts.
Voilà pour ce qui est de la compétition de la lumière. Ça montre aussi bien à quel point designer et réfléchir le modèle agroforestier à l'avance, c'est important pour limiter la concurrence pour la lumière, mais c'est également important pour limiter la compétition pour l'eau, et pour les nutriments. Quand on a des sols profonds, comme c'est le cas sur cette exploitation ici, les racines des arbres agroforestiers, elles ont tendance à aller plus profondément que des racines d'arbres qui sont situés en forêt. C'est dû à deux choses, notamment, premièrement, avec les cultures d'hiver, qui poussent les racines en profondeur, mais également grâce au cernage racinaire. C'est ce qu'on a ici comme photo. On met en fait 2 dents de sous-solage à l'arrière du tracteur, et les dents, elles vont venir couper les racines qui sont en compétition avec la culture, qui sont plus dans des horizons plus superficiels du sol. Et ça va donner la priorité aux racines profondes. Encourager les arbres aussi à aller plus profondément dans le sol. Du coup, l'arbre a accès à des horizons différents, donc il n'y a pas de gêne directe entre la culture et l'arbre pour l'eau. Et pour les nutriments, c'est même un avantage, puisque les racines qui vont plus profondément en profondeur, elles vont venir plus profondément dans le sol, elles vont venir altérer la roche-mère. Elles vont libérer des nutriments qui sont indisponibles pour les plantes, parce que leurs racines ne vont pas suffisamment en profondeur pour avoir ces nutriments. Les nutriments sont captés par les racines, ils remontent par la sève jusque dans les feuilles à l'automne tombent sur le sol, et ensuite les nutriments sont restitués à la culture. Donc là, on n'est pas dans une logique de compétition, au contraire, on est dans une logique de facilitation. Ça veut dire qu'on va augmenter la ressource à partager. Les cultures, elles vont avoir accès à des nutriments qui n'étaient pas disponibles pour elles à la base. Les racines, comme on le voit sur la figure ici de gauche, elles vont constituer un filet. Elles vont même permettre aussi de récupérer des nutriments que les cultures n'avaient pas absorbés à la base. Là, on a parlé de la cohabitation entre les cultures et les arbres, qui pose question, mais on peut également s'interroger sur la cohabitation entre l'arbre et l'homme. Et c'est le cas quand on parle de gènes mécaniques. Raisonner son système agroforestier à l'avance, ça permet de limiter la concurrence, de limiter la concurrence entre les arbres et les cultures et de limiter la compétition pour les ressources, mais ça permet aussi de limiter la gêne aux engins agricoles. La parcelle agroforestière, ici, elle a été totalement conçue pour s'adapter au matériel qui était déjà présent sur l'exploitation, c'est-à-dire le matériel d'irrigation, avec les canons d'irrigation. On le voit sur cette vue satellite, les haies, elles sont espacées de 150 mètres. Et 150 mètres, c'est à peu près 2 fois la portée du canon d'irrigation, puisqu'un canon d'irrigation ici fait 70 mètres. Donc avec 150 mètres, on a à peu près 2 fois la portée. Ici, on s'est adapté au canon d'irrigation, mais on aurait pu s'adapter aussi au pulvérisateur, à la largeur du pulvérisateur. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir des tournières en bourding qui soient bien larges pour éviter la gêne lorsqu'on passe avec le tracteur. En conclusion, on a parlé ici des atouts, des freins. Bien sûr que l'agroforesterie soulève des interrogations, mais ce qu'on voulait montrer avec ce webinaire, c'est que l'agroforesterie en système irrigué patatier, en grande culture, c'est possible. Bien sûr qu'il y a des motivations, bien sûr qu'il y a des réticences à changer son système d'exploitation, mais outre les atouts qui sont purement agronomiques, dont on a parlé juste avant, c'est aussi en fait une manière de diversifier ses revenus agricoles. Avec la production de bois, ça permet de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Les haies, elles ont d'autres atouts que ceux qu'on a énumérés juste avant. Les haies, elles participent également à la création du paysage, à la valorisation de l'exploitation aux yeux du public et même au bien-être de l'agriculteur. Et ça, ce sont des atouts qu'on peut prendre en compte également. Voilà pour cette courte présentation. On va passer maintenant à une autre phase du webinaire qui est la phase de questions-réponses. Mais avant cela, si vous avez des questions, des envies d'agroforesterie, n'hésitez pas à contacter les experts qui sont ici à l'écran. Vous avez Régis Vertel pour la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France, Amélie Pot-de-Cerf pour la Chambre d'agriculture de l'Oise, Alice Dufossé pour la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez aussi vous rendre sur www.tnag.fr
transagroforest.eu, où vous aurez des informations sur l'agroforesterie dans les Hauts-de-France et en Wallonie. Maintenant, on va lancer le moment questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et que vous voulez pas forcément contacter les experts tout de suite. Profitez de ce moment avec Régis Vartel pour lui poser des questions sur l'agroforesterie. On commence tout de suite. Bonjour à tous. Vous avez un onglet « Converser » en bas de votre écran et vous pouvez rejoindre le chat et n'hésitez surtout pas à poser vos questions tout de suite. Tu réponds à la question ou je change? Alors sur les coûts d'implantation des haies, c'est un petit peu, on va dire, compliqué de répondre comme ça en fait. Hein. Tout dépend, on va dire, finalement des projets. Donc voilà, il y a des coûts évidemment. Bon, il faut se procurer les plants, hein, que ce soit arbre ou arbuste. Il va y avoir tout ce qui va être coût de plantation directement, mais aussi les coûts de paillage et les coûts de protection, hein, qui sont souvent aussi chers que le coût des plants. Donc voilà, c'est un petit peu au cas par cas, j'allais dire. Ceci étant, donc, planter une parcelle d'agroforesterie, en fait, c'est un investissement. Ça dépend de la taille de la parcelle, bien évidemment, puis des écartements, hein, du nombre de plants. Mais c'est un investissement qui n'est pas forcément colossal par rapport à d'autres investissements en agriculture. Hein. On est sur des coûts de projet à la parcelle, hein, pour une parcelle de 10-15 hectares, de quelques milliers d'euros. Voilà, sachant que depuis un certain nombre d'années, c'est toujours le cas, on a des taux d'aide. Alors pour la partie française, là, que je connais mieux, en tout cas sur les Hauts-de-France, on a des aides publiques qui montent à 80% en fait, des coûts, de l'intégralité des coûts qui sont produits sur facture. Alors s'il y a des gens qui nous suivent, hein, qui sont plus côté Belgique, il y a les partenaires, hein, du projet Interreg France-Agroforest, hein, à qui on relaiera les questions. Mais il y a aussi les dispositifs d'aide sur la partie wallonne qui existent. Voilà un petit peu sur les coûts. Donc voilà, 80% de taux d'aide. Bon, on ne fait pas de la pub aux aides publiques, hein, mais on n'aura jamais plus que ça. Hein. C'est le maximum des aides publiques légales, hein, maximum de taux légal. Donc voilà, faut pas hésiter s'il y a des projets, si vous avez des projets, à vous rapprocher des chambres d'agriculture là et puis des partenaires belges qui sont dans le projet Transagroforest. On est là effectivement pour vous accompagner. Donc sur le comportement racinaire des arbres dans les systèmes irrigués, on n'a pas jusqu'à présent effectivement regardé, hein, concrètement comment ça se passait exactement. À une précision quand même, c'est que là sur la ferme où on est, le secteur du Santerre, on est sur des très très bons sols. Donc a priori, donc, quand je dis très bon sol, c'est plusieurs mètres de limon, hein, et pratiquement pas de cailloux. Donc là, voilà, normalement les arbres peuvent pleinement s'exprimer et on les voit effectivement, on a des taux de croissance, hein, qui dépassent pour certaines essences, c'est plus d'un mètre par an. Donc ça pousse effectivement très très bien. C'est aussi bien productif, j'allais dire, pour les cultures que aussi pour les arbres. Comment c'est déclaré à la PAC, agroforesterie ou haies? En fait, aussi bien les haies que l'agroforesterie maintenant, parce que ce n'est pas le cas forcément avant, mais maintenant, tout ça, donc si on respecte en tout cas les normes, donc j'allais dire les normes, c'est les questions de surface pour les haies et puis de largeur, et puis en agroforesterie, c'est le nombre d'arbres à l'hectare, hein.
Si on respecte toutes les limites maximales, en fait, l'agroforesterie, c'est de l'agriculture. Donc on n'est pas dans de la forêt. Donc tout ça est complètement éligible à la PAC. Là, ce que vous avez vu, en fait, ce sont des haies. Les haies, elles sont éligibles à la PAC. Alors, je ne suis pas en mesure de dire comme ça si les agriculteurs les ont utilisées pour remplir leurs obligations de conditionnalité SIE. Bon, ils pouvaient le faire par ce biais-là, mais ils peuvent aussi le faire, ils en ont parlé dans la vidéo, hein, par les couverts intermédiaires qu'ils mettent en place. Donc, ça fonctionne effectivement assez bien. Donc, comment faciliter le dialogue entre propriétaires et agriculteurs-loueurs? Donc ça, c'est une question qui est effectivement super importante. Quand un agriculteur il veut planter un arbre, hein, que ce soit de la haie, de l'agroforesterie, quelle que soit la configuration, il faut systématiquement l'accord du propriétaire. Donc dans la région Hauts-de-France, mais comme un peu partout en France, je pense, et aussi en Wallonie, globalement, les agriculteurs sont en général propriétaires sur moins de la moitié de leur terre. Là, c'est le cas sur le GIE. Donc, il a fallu que les agriculteurs démarchent tous les propriétaires. Ils avaient beaucoup de propriétaires pour avoir l'autorisation, effectivement, de planter. Donc, il faut l'autorisation. Et deux, il faut savoir à qui appartiennent les arbres, en fait, par rapport au bail. Donc là, ce qui a été négocié, à ma connaissance, hein, par les agriculteurs, c'est que c'était eux qui plantaient, qui entretenaient. Mais s'il y avait, à l'issue du bail, hein, si le bail n'était pas reconduit, ou en tout cas, quand les arbres seront, on va dire, à maturité, c'est les agriculteurs qui sont propriétaires des arbres. Donc ça, c'est un accord au gré à gré entre propriétaires et agriculteurs. Pour la petite histoire, il y a un seul des propriétaires qui n'a pas voulu de plantation, et donc il y a une petite partie de la ferme qui n'est pas plantée. Il manque une ligne d'arbres parce qu'un propriétaire n'a pas voulu effectivement donner son autorisation. Appel à projet 1 million d'arbres en Hauts-de-France. Bah, écoutez, moi j'ai pas beaucoup plus d'infos, c'est plus le conseil régional qui suit effectivement ces questions-là. Nous en agriculture, on est sur des aides, dispositifs un petit peu parallèles, hein, à ces projets 1 million d'arbres en Hauts-de-France. On est plutôt sur des aides effectivement agricoles. Donc, que ce soit en agroforesterie, la mesure 8.2 pour les connaisseurs, et puis les PCAE pour les aides aux investissements. Est-ce que les haies sont taillées à blanc tous les 15 ans? Donc là, c'est ce qui a été réalisé. Ça faisait 18 ans que les haies étaient en croissance. Et il y a eu une mise à blanc de 3 km de haies, sachant que tous les ans, les haies étaient entretenues latéralement à l'épareuse. Mais que là, ça a vocation à changer puisque les agriculteurs se sont équipés d'un lamier. Donc, ils vont soit continuer d'entretenir tous les ans latéralement, soit passer sur… on peut aussi entretenir latéralement tous les 2 ou 3 ans avec un lamier assis, voire même tous les 4 ans. Mais après, ça implique aussi d'élargir la haie latéralement. Alors, je vois que l'heure avance un petit peu, donc on risque d'avoir une coupure, effectivement, parce qu'on a un créneau qui est réservé, qui est limité en temps. Mais vous avez nos différents contacts, hein, donc via mail ou que vous avez eu sur le PowerPoint. Donc, s'il y a des questions, effectivement, on est preneur après, hein, de contact, et puis évidemment pour vous accompagner s'il y a des projets. Donc voilà, coupe à blanc et recépage, effectivement, là c'est la logique, hein, donc ça a été pris en compte aussi initialement, hein. L'idée c'était que toutes les essences en fait mises en place soient recépables, c'est-à-dire qu'on puisse les couper à blanc et donc on n'arrache pas la haie, hein, mais la haie repart repart du pied. Voilà, et a priori là c'est la première année que ça vient d'être fait, hein, mais a priori les différentes essences ont l'air de repartir de façon satisfaisante, sans souci particulier. Problème mildiou d'Orifort, donc on fait des suivis de façon assez importante, donc sur à la fois agronomique, mais aussi sur les auxiliaires et puis les ravageurs. On n'a rien noté de spécifique, en tout cas sur les ravageurs. Effectivement, par contre, on a des données qui sont intéressantes, très intéressantes sur la diversité et puis l'abondance des auxiliaires. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Après, est-ce que ça limite ou pas les phytos? Ben oui, dans une certaine mesure, en tout cas insecticides. Après, il faut dire aussi qu'on est sur des agriculteurs qui étaient déjà depuis une vingtaine d'années très soucieux, hein, de ces questions d'environnement et de traitement phyto. Donc, étaient déjà dans des démarches de réduction forte des phytos. Donc, voilà, quand on part déjà de bonnes pratiques, est-ce qu'on peut encore diminuer la charge? Ben, quand c'est possible, oui.
Après, certaines années, qui sont les années compliquées à Puceron, par exemple, ça, c'est peut-être 1 an sur 10, dans notre région en tout cas. Là, certaines années, il faut quand même intervenir sur Puceron au mois de juin. Mais en règle générale, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, il y a beaucoup moins d'insecticides, en tout cas sur céréales. Après, sur des cultures telles que les pommes de terre, on sait que c'est plutôt les maladies fongiques qui posent souci. Et là, on n'a rien noté, ni d'amélioration par rapport aux maladies fongiques, mais on n'a pas non plus noté de dégradation. Donc certains disaient, voilà, on va amener de l'ombrage et puis des températures peut-être plus tamponnées, plus d'humidité, etc. Ça va favoriser les maladies cryptogamiques et on n'a rien noté de vraiment flagrant voilà, depuis qu'on fait les suivis. Donc, sur d'autres questions, elle pousse un entretien d'une haie, à la limite, la haie, elle peut pousser, on va dire, de façon assez naturelle sans avoir besoin d'être entretenue. Après, l'entretien, il est vraiment fait plutôt en latéral pour ne pas gêner le passage des engins, abîmer les engins. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Mais sinon, il y aurait à la limite pas besoin d'entretien particulier. L'espacement, effectivement, des haies, si c'était encore plus espacé, ce serait probablement un peu moins intéressant en termes d'environnement, en termes d'effets microclimatiques brise-vent. Ce serait quand même mieux que rien. Et je pousse la réflexion, plus on en met, plus c'est intéressant. Après, évidemment, les agriculteurs, ils tirent d'abord un revenu des productions agricoles. Les productions, on va dire, agroforestières directes. Alors, bois d'œuvre, là, c'est pas le cas, mais bois énergie, par exemple, c'est plus, entre guillemets, un complément. Voilà, donc complément qui est intéressant. Donc, impact positif sur la biodiversité. Oui, on a pas mal de travaux qui ont été menés dans le cadre de projets nationaux sur notamment les auxiliaires. Donc là, si vous regardez un petit peu sur Internet, je pense que vous allez trouver des choses, alors soit sur le site des chambres d'agriculture Hauts-de-France, soit le site des projets CASDAR agroforesterie. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez du mal à trouver des éléments. Donc sur l'accompagnement effectivement des projets, donc là les partenaires wallons sur le côté belge sont là effectivement pour vous accompagner. Sur le versant français, donc les chambres d'agriculture, on accompagne ces projets d'agroforesterie, de haies depuis plus de 20 ans. Donc là le projet que vous avez vu, on l'a accompagné avec le CRPF, avec les collègues forestiers. Donc, le projet a dû être maturé à la toute fin des années 90 pour être planté en 2002-2003. Et donc, on continue l'accompagnement. Donc, on est là, effectivement, à votre disposition, aussi bien pour un premier conseil, on va dire, à distance, que vraiment pour du montage de dossiers, à la fois technique, mais aussi administratif, pour éventuellement aller chercher des aides. On a dit 80%, c'est un taux d'aide qui est intéressant. Donc, si ça correspond à ce que vous voulez faire sur vos exploitations, il ne faut pas hésiter à en profiter. Voilà, je m'excuse, je parle un peu vite, mais on risque d'être coupé rapidement. Avez-vous d'autres questions? Donc, en attendant, vous avez eu le lien avec le site transagroforest.eu. Donc, les différentes vidéos, alors, les vidéos de ces webinaires, mais aussi, on a un réseau de 24 fermes pilotes sur à la fois la partie Hauts-de-France et puis sur la partie belge, tout le versant belge, on va dire, qui fait la frontière avec la France. 24 fermes pilotes, un petit peu de démonstration sur tous les systèmes agricoles, en fait, et pour vous montrer que de la grande culture à l'élevage, que ce soit ovin, bovin, que ce soit des poules pondeuses, que ce soit du maraîchage, qu'on soit en bio ou pas, finalement, les arbres et les arbustes peuvent trouver leur place partout. Donc là, voilà, vous aurez tous ces témoignages petit à petit, des courtes vidéos, telles que celles qu'on vous a présentées, des webinaires, vraiment beaucoup de ressources qui vont petit à petit être mis en ligne sur le projet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-bas, vous retrouverez nos contacts aussi sur ce site. Voilà, n'hésitez pas après le webinaire à nous contacter par mail de préférence. Voilà, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas suffisamment répondu par rapport à vos attentes, n'hésitez pas à les reformuler aussi, à les reformuler par mail. On essaiera de trouver des réponses ou au moins de vous orienter
vers voilà, éventuellement des experts ou des endroits où vous pourrez trouver des réponses. Donc, on est là à votre disposition. Plus de questions du tout? On laisse ouvert encore quelques minutes, enfin, en tout cas, si on n'est pas coupé, si vous avez des dernières questions. Et puis, donc, n'hésitez pas effectivement à nous retrouver pour les prochains webinaires. Le prochain, je crois que c'est mardi 1er, Justine. Donc, mardi prochain, voilà, 14 h, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, on parlera d'agroforesterie, évidemment, mais on sera en polyculture élevage avec notamment des ovins et en agriculture bio, avec une ferme à quelques kilomètres de celle qu'on vous a présentée là, mais qui est de superficie beaucoup plus réduite, hein, parce qu'on va passer de 400 hectares à une quarantaine d'hectares. Mais vous verrez. Il y a toujours autant de kilomètres de ouais, voilà. Les beaucoup plus denses, voilà, un autre système agricole, plutôt, notamment pour le bien-être animal aussi, hein, au niveau des ovins. Ben, merci bien à tous, et puis donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochains webinaires et puis à nous contacter effectivement voilà, entre deux dans les semaines, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. On est là avec les partenaires et donc il y a l'équivalent effectivement sur le côté belge. Une dernière question que je vois là sur les… à partir de quand c'est valorisable alors là je ne sais même pas trop exactement les débouchés, mais je pense effectivement que ça doit partir dans de l'aménagement de chaufferie collective. Voilà. Après, il y a un petit peu tous les systèmes qui sont possibles et imaginables, hein. Donc, il y a des gens, pourquoi pas, et ça sera peut-être un projet sur la ferme bio, de produire de la plaquette pour faire de la vente directe aux particuliers, j'allais dire, hein, en petit conditionnement. Mais ça peut être livré à une chaufferie collective. Donc, vous verrez que sur la ferme bio, c'est au niveau de l'exploitation, hein. Donc voilà, mais ça peut être au niveau d'une commune, une communauté de communes. Et puis, ça peut être des fois des grosses chaufferies sur des grosses agglomérations, voire sur des industriels, hein. Donc là, il y a beaucoup de valorisation possible du bois énergie. Alors actuellement, le coût de l'énergie est quand même plutôt bas. Donc économiquement, hein, vendre, c'est parfois un peu compliqué. Alors, tout dépend un petit peu de la ressource locale et puis de la demande locale. Ça joue quand même beaucoup sur les prix. Voilà. Après, quand on a des systèmes qui sont finalement en autoconsommation, les agriculteurs, quelque part, ils sont en autonomie là-dessus. Donc le jour qui risque d'arriver quand même, hein, où le coût de l'énergie repartira à la hausse, les agriculteurs, finalement, voilà, ils sont tranquilles là-dessus parce qu'ils peuvent être autonomes, pour une partie en tout cas de leur énergie, au niveau effectivement tout ce qui est chauffage, quoi. Donc après, c'est presque du cas par cas, hein, pour répondre à cette question-là, c'est un petit peu compliqué. Et des fois, il faut voir éventuellement si les opportunités d'être, pourquoi pas un peu innovant ou sur une niche pour trouver des choses qui peuvent être intéressantes. Donc la présentation, je pense qu'on va, si les collègues en tout cas là, du partenariat Transagroforest sont OK, hein, je pense que la présentation et en tout cas les vidéos, c'est sûr, seront sur le site transagroforest.lu. Je vous propose de couper d'ici une minute. S'il y a encore quelques questions, mettez-les dans le chat et puis on essaiera de vous répondre à vos différents mails. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre lors des 3 prochains webinaires dans la dizaine de jours qui viennent.